la première. Oui. Oui. 22h, 23h. Par oui dire. Pascal Tison. 135, it's all the way back, 42 track. 42? How do you go there? At the bakery. Dis-moi. Par oui dire. Par oui dire. Au plus profond de ma mémoire, je l'ai cherché sans la voir. Si son visage était doux, son image était trop C'était le premier jour du printemps, la saison des arts florissants. Sur son clavecin, jadis, François Couperin pianotait le rappel des oiseaux. Botticelli peignait la fête des grâces amoureuses. Maddalena Casulana chantait sur un air de madrigal « Mon cœur ne peut pas mourir ». Ce n'était pas une saison pour mourir. Le lundi 21 mars, Mélanie de Fise voyait le printemps pour la dernière fois. Elle avait 29 ans. Quel autre témoignage un label peut-il faire de sa collaboratrice que de faire une proposition musicale ? Le label Cyprès, pour lequel elle travaillait comme musicologue, sera un CD où figurent ce qu'elle aimait peut-être, ce qui portait son nom. L'oreille de Mélanie en est le titre. Portrait de Mélanie en tombeau sonore avec Cédric Hustings et Camille de Reyck. C'était quelqu'un de très passionné, de très entier dans son travail, donc à la fois rigoureux et à la fois ouverte à l'évolution et à la recherche du sens d'éditer et de promotionner de la musique aujourd'hui. Elle avait une recherche très particulière autour du rythme cardiaque. Qu'est-ce que c'était cette recherche en tant qu'à la fois musicologue mais intéressée par la médecine et par le son qui soigne ? Mélanie était très curieuse de différentes choses. Donc elle était musicologue de formation, elle avait suivi une formation en musicothérapie à Montpellier et elle s'était inscrite à un tout fraîchement créé Institut d'histoire de la médecine à Paris-Descartes. Cédric Hustings. Créé principalement par des cardiologues parisiens assez réputés, où effectivement elle était intéressée de voir à travers l'histoire et pour le futur l'utilisation de l'interaction entre les fréquences musicales telles qu'elles pourraient être utilisées pour soigner certaines pathologies cardiaques, d'arythmie cardiaque par exemple. Donc l'effet de ces fréquences musicales scientifiquement sélectionnées, projetées pour soigner de manière thérapeutique des arythmies cardiaques, ça c'est vraiment le sujet sur lequel elle souhaitait investiguer et inscrire une recherche scientifique. Elle était en thèse, c'était quoi l'objet de sa recherche ? Qu'est-ce qu'elle voulait en faire ? Ou elle voulait développer chez vous, chez Cyprès, un label particulier qui soit plus orienté vers la thérapie ? Dans un premier temps, elle allait, pour cet institut, être coordinatrice et éditrice des publications scientifiques qui allaient être éditées auprès de cet institut, avec éventuellement des possibilités d'édition livresque
ou en CD d'application. Je dirais que sur notre label de musique classique, on a plus de 200 titres au répertoire, ce qui faisait un terrain d'investigation. On aurait peut-être pu aller chercher un matériel divers, musical, pour étayer un peu ses recherches. D'où lui venait ce goût pour la recherche, à votre avis ? Et cette recherche en particulier sur le son et sur le rythme ? Elle avait commencé par étudier la médecine avant de se sentir trop arrachée à son instrument, le violon et la musique. Donc elle est venue à la musicologie. Je pense qu'elle n'a jamais oublié cet apprentissage initial en médecine et je pense qu'elle était vraiment intéressée. Donc l'oreille de Mélanie, on voit vraiment que c'est ce qu'elle écoutait, donc la musique qui lui plaisait, et on voit aussi que la musique, dans ce qu'elle peut peut-être faire de bon ou de bien ou soigner, passe aussi inévitablement par le média et par l'intermédiaire de l'oreille. Alors ce CD qui vient de sortir, qui est un hommage, est-ce que c'est aussi un portrait, l'oreille de Mélanie ? Tout à fait. Donc justement, on est complètement dans l'idée de votre émission, par Oui Dire. On veut dire Mélanie par la musique. Donc on est vraiment dans l'idée d'inviter à une promenade musicale en 21 morceaux qui ont tous une histoire dans leur sélection, dans la façon dont ils ont été choisis et qui racontent, qui sont des musiques qu'elle aimait, des musiques sur lesquelles elle avait travaillé ou des musiques qui nous l'évoquent, donc qui sont des clins d'œil et qui permettent de faire sa connaissance. Le postulat de l'oreille de Mélanie, c'est d'inviter des personnes qui ne la connaissaient pas à découvrir la personnalité de quelqu'un, donc de Mélanie, au travers de cette proposition musicale. Et puis l'idée à défendre derrière aussi, c'était de montrer que, aussi tragiques soient les circonstances de sa disparition, brutale, injuste, révoltante, un décès, justement, ne rime pas avec disparition. Donc voilà, aujourd'hui on édite des CD, parce que la chronologie d'un disque et de l'édition musicale, ça prend un certain temps. Donc aujourd'hui sortent des disques qui ont été initiés avec elle et qui vont voir le jour en mai, juin, septembre, décembre et plus loin encore. Donc, je veux dire, on est toujours quand même habité pour un travail qui a été fait ensemble, initié ensemble. Moi, les musiciens concernés sont tous bien conscients de ça. Donc, parfois on a tendance à mettre un grand couvercle comme ça sur la mort dans notre société et ne pas évoquer les choses. Voilà, en cette journée un peu symbolique l'anniversaire de ces attentats, je pense que c'est pas mal de montrer qu'on peut évoquer, parfois avec le sourire, parfois avec des allusions, des anecdotes peut-être même, évoquer, signifier ce qu'elle était, ce qui lui est advenu, ne pas en faire l'économie, donc l'évoquer aussi par la musique, et ce qui demeure en nous de sa personnalité et de ce qu'elle a pu insuffler pour encore nourrir notre action aujourd'hui.
es bei den Fluten, wenn die Wunden milde bluten, auch die Opfer Fabrizio Cassol, qui s'inspire de la Passion selon saint Matthieu de Bach. Un an après la disparition de Mélanie, quelle est l'image que vous gardez d'elle ? D'une jeune fille qui arrive à un entretien d'embauche relatif vu qu'il s'agissait d'un poste de stagiaire chez Cyprès. Camille Doreille. On ouvrait cette porte vitrée, puis tout d'un coup un regard très très timide. Et la timidité est quelque chose qui m'effraie, parce que je sais jamais comment la surmonter chez les autres. Et je me suis dit, ça va être un moment douloureux. Et puis, il a fallu 3-4 phrases, je crois, pour que les choses roulent et qu'elles aillent d'elles-mêmes, finalement. Et où, immédiatement, la décision a été prise que oui, c'était la bonne personne et c'était la personne avec laquelle j'avais envie de collaborer parce que il y avait chez elle une sorte, non seulement de vivacité, de malice, mais de grande intelligence qui passait par son regard. C'est vrai que les yeux sont souvent le témoin de quelque chose d'intérieur, et chez Mélanie c'était évident qu'il y avait quelque chose de tellement précis, de tellement vif, de tellement construit en elle qui passait par son regard. Et puis aussi, quand on rentre dans la spécialité de la spécialité, à savoir la musicologie, qui peut quand même être une discipline d'une très grande âpreté, d'une très grande précision, Mélanie m'a charmé par une remarque. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu écoutes à la maison ? Elle me dit, elle commence à me lister de la musique classique. Je lui ai dit, oui, mais il y a que ça vraiment ? Elle me dit, non, j'adore Radiohead et Jeff Buckley. Et là, vraiment, il fallait pas m'en dire plus.
hallucinations, Drowning Girl, Fausto Romitelli. Racontez-nous un peu l'histoire de ce CD. Vous avez travaillé seul. Comment avez-vous choisi les morceaux? Parce que là aussi, j'imagine qu'il y avait un choix plus vaste que ces 21 plages qu'on écoute. Oui, ça c'est un bel apprentissage que j'ai un peu eu par ce disque et sur toute cette année écoulée qui fut parfois difficile. C'est d'aller un peu à l'essentiel. Et pour ce disque, j'ai pas fait ça. J'ai réuni plein de choses pour être sûr de pas passer à côté de l'essentiel. Et en fait, j'aurais pu commencer en faisant un papier, en écrivant vraiment ce que je voulais y mettre, et je serais arrivé en grande partie au résultat final. Mais j'ai quand même travaillé par élimination sur beaucoup de choses, parce que je pense que j'avais besoin de me plonger dans la musique et de passer par une forme de recherche. Voilà, l'idée c'était vraiment de faire ce témoignage. Quel autre témoignage un label peut-il faire de sa collaboratrice que de faire une proposition musicale, surtout pour Mélanie. Donc c'était de la refléter par la musique. Et donc j'ai pris du temps pour faire ça. Bon, c'est un travail assez intensif, mais que j'ai voulu faire en amont de cette date anniversaire parce que je la voyais arriver avec pas mal d'appréhension, tout à fait conscient que ça allait avoir une certaine attention médiatique. Et je voulais anticiper cette date en livrant quelque chose de pesé, de mesuré, d'éclectique pour lui correspondre et qui puisse toucher le plus grand nombre de personnes pour aider à encourager à faire sa connaissance. Comment faire ces choix? Parce que vous la connaissiez bien sûr, donc vous saviez certains de ses coups de cœur, mais d'autres pas nécessairement. Donc comment avez-vous fait ça? J'ai alterné, c'est pas un disque de Requiem qui pleure sa mort, donc j'ai alterné les ambiances et la palette d'émotions que peut appeler la musique, donc qui sont très variées. Il y a l'espièglerie, il y a l'humour, il y a la mélancolie, le souvenir, la douleur de l'absence. Enfin, il y a toute une palette de sentiments. Chaque plage raconte une histoire, mais le mixage complet ou l'ordre des plages raconte aussi une histoire. Donc j'ai voulu, parfois on arrive dans une certaine intensité de mélancolie, de tristesse. Avec Romitelli, une plage qui peut amener une forme d'anxiété, ou en tout cas on voit vraiment des flots qui viennent, qui sont assez englobants. Donc, et puis après ça, il faut sortir dans un climat progressif pour ramener un peu de légèreté par rapport à ce message ou à cette plage qui peut évoquer la disparition, par exemple, entre les lignes. Parlons un peu de Romitelli. Elle était attachée à cette musique oui. Très forte, très rock'n'roll aussi, dans la musique contemporaine. Qui a de l'électronique, qui a des guitares électriques, qui a un son comme ça de guitare en arrière-plan, qui fait une sorte de tapis sonore quand même très présent. C'était typiquement les projets qui lui tenaient à cœur, de la musique contemporaine, qui intègre de l'électronique, qui veut écrire quelque chose tout en n'ayant pas peur
d'avoir des références multiples, donc des samples de Pink Floyd, ou venir montrer vraiment toute la construction d'un héritage musical en utilisant toute la palette possible aujourd'hui de production sonore. Autant elle pouvait défendre le travail de Casulana, de première écriture pour chœur féminin, autant elle était très attachée à défendre une certaine écriture de musique aujourd'hui. S'il fallait choisir une plage du CD qui la définit le mieux, ce serait laquelle pour vous ? Je crois que ce serait évidemment cette compositrice autour de laquelle elle a fait des recherches. C'est la naissance et l'apparition de la voix féminine dans la polyphonie, où évidemment c'est important parce qu'il y a très peu de compositrices dans l'histoire de la musique, que quand il en existe, c'était des personnalités qui dépassaient l'entendement, que ce soit Hildegard von Bingen, qui était à la fois cloîtrée, prédicatrice, qui prenait la médecine par apposition des pierres précieuses. Bon, socialement, il faut évidemment être privilégié pour pouvoir envisager ces voies thérapeutiques-là. Mais sinon, au-delà de ça, des compositrices dans l'histoire de la musique, c'était des personnalités très fortes, parfois même flamboyantes, quand on pense à Clara Schumann, qui, elle, évidemment, était une pianiste virtuose qui avait fait 6 fois le tour du monde avec sa virtuosité. Mais ce qui touchait Mélanie, c'est cette extrême fragilité de la femme dans les réalités musicales, réalités qui sont en train de s'inverser trop lentement, beaucoup trop lentement, vu que les femmes à des postes de direction, mais aussi à des postes importants comme chef d'orchestre ou compositrice, restent extrêmement peu représentées. On le voit de manière extrêmement douloureuse dans notre société. Ça a dû toucher Mélanie. Mais s'il y a une plage qui, moi, m'intéresse parce qu'elle dit de la musique et ce qu'elle dit de notre société, c'est ce chant de Dowland, compositeur anglais qui a énormément voyagé parce qu'il avait déplu à la reine Elisabeth, qu'il avait donc envoyé visiter plusieurs pays, si possible le plus loin possible de la cour d'Angleterre, et qui était passé par le Danemark. Dowland, donc interprété par Monéi Madouane. Et donc on a ce chant d'un artiste venu d'Orient qui se mêle à une composition venue, elle, d'Occident, mais qui, elle, a bien voyagé et s'est laissé imprégner par beaucoup de cultures. Je crois que c'est dans ces circonstances-là ce qui aurait le plus touché Mélanie, qu'il n'y ait pas d'amalgame, qu'il n'y ait pas de discours haineux fait sur les relations et les ententes entre l'Orient et l'Occident, que ce chant-là de Monéi Madouane prouve qu'une cohabitation est non seulement possible, mais qu'elle constitue un enrichissement de notre société. منفي أنا دعوني أنذب حظي طائر الليل يشكو أغانيه الحزينة هناك تركوني لن تضيئك أنوار الفجر الزائفة لا ليال أكثر سوادا من التي تغطي اليائسين الحزان على حظوظهم الضوء يستر العيوب والخزي يفضحها Tears
his hope is gone. Hark, you shadows that in darkness dwell, learn to condemn lights. Happy they that in hell feel not the world's despite. اصمتوا يا من تعيش في قعر الظلمات كالأشباح، انبذوا كل الأضواء، أنصتوا، اصمتوا يا لسعادة أهل الجحيم، كم سعداء من لا يبالوا باحتقار العالم. Retrouvez Par Oui Dire tous les jours de la semaine entre 22 et 23 heures. Oui, 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 la première. La première. Oui, oui, oui. 22h, 23h. Par Oui Dire. Pascal Tison. 32 about Buffalo, New York. 135, it's all the way back, 42 track. 42? How do you know that? At the bakery. Dis-moi. Par Oui Dire. Par Oui Dire. Au plus profond de ma mémoire, je l'ai cherché sans la voir. Si son visage était doux, son image était trop floue. L'oreille de Mélanie, un tombeau sonore pour Mélanie de Fize, disparue dans les attentats le 22 mars 2016 à Malbec. Un tombeau sonore avec Cédric Hustings et Camille de Reyck. Quel autre témoignage un label peut-il faire de sa collaboratrice que de faire une proposition musicale ? Et puis, indépendamment, les plages
sont parfois des anecdotes ou racontent des éléments de sa vie. Donc elle a fait son mémoire sur une compositrice qui s'était attachée vraiment à la restitution des voix féminines, Casulana. Et donc là, j'ai pris pas mal de temps pour trouver un extrait qui puisse illustrer ce travail sur lequel elle avait fait son mémoire. Et Casulana, par exemple, j'étais tombé sur un ensemble que je ne citerai pas, mais qui était assez réputé et qui m'a donné l'autorisation de reproduire cette plage. Cédric Hustings. Mais c'était interprété par un chœur d'hommes. Ah, ça ne marchait pas. Là. Alors, je ne pouvais pas mettre ça en mémoire de Mélanie qui s'attachait vraiment à l'écriture pour les voix féminines. La première compositrice éditée qui s'attachait à l'écriture pour les chœurs féminins. Il a fallu que je recherche une autre plage dans la Belle Italien, en l'occurrence ici, qui est interprétée avec des voix féminines. Donc voilà, il y a des plages qui évoquent son itinéraire, il y a des plages qui évoquent des projets sur lesquels elle a travaillé, pour lesquels elle était très enthousiaste. Il y a un projet par exemple que je vais qualifier de reggae brésilien, mais donc avec un ensemble de musiciens folk belges qui ont rencontré des musiciens du nord-est brésilien, et ça donne un mélange dans la plage sélectionnée assez reggae. C'est un projet qu'elle aimait beaucoup, qu'elle avait fait écouter à ses amis pour identifier peut-être quelle plage fonctionnerait le mieux, pour avoir leur avis. Ben voilà, elle y figure.
Je crois que Mélanie avait vraiment le souci de pas se mettre en avant parce qu'elle était rentrée dans un métier, Camille de Reyck, dans un sacerdoce à la limite, où on n'est jamais que le serviteur de quelque chose de plus grand, que ce soit les artistes ou bien les compositeurs qui défendent. Et chez Mélanie, il y avait vraiment ça. La musique, c'était évidemment matière à débat, on pouvait en discuter de manière infinie, mais ça restait quand même quelque chose de sérieux derrière lequel ou plutôt devant lequel on se tient dans une posture peut-être pas de pénitent ou une posture franciscaine, mais avec énormément de respect, de déférence peut-être même. Elle était elle-même praticienne, elle faisait du violon, elle avait repris le violon baroque, donc elle avait aussi un côté investi dans la pratique de la musique. Alors quand elle a commencé à s'investir dans la musique, Mélanie est devenue plus affirmative. D'accord. Un jour par exemple, je lui ai dit « Oh, j'adore le compositeur Nicolas Mathéis ». Et elle m'a regardé avec une sorte de petit mépris, comme si je venais de lui déclarer mon amour du fichtig sauce tartare, à savoir quelque chose de vaguement inavouable. Et c'est vrai que dans son côté, dans le côté praticien de la musique, elle a pu trouver une sorte d'affirmation. Mais aussi parce que quand on rencontre un stagiaire, on rencontre quelqu'un qui n'a sur son dos que un bagage théorique et qui donc rentre dans la carrière avec des notions théoriques et très peu de notions pratiques. C'est donc normal qu'un stagiaire soit sur ses gardes. Mélanie, très vite, est rentrée dans le vif du sujet parce qu'elle travaillant dans une toute petite structure qui était si près, avec tout juste 3 personnes, elle a tout de suite été confrontée à une très grande variété de matières. Et donc, elle n'a pas été protégée, on lui a pas dit fais les cafés, occupe-toi de tâches subalternes, mais au contraire, elle a su ce que c'était gérer des artistes difficiles, gérer un budget, tenir son budget, être face à des personnalités de mauvaise foi, même par exemple, parfois être face à des interlocuteurs, je pense à moi par exemple, qui peuvent être un peu bougons de temps en temps. Eh bien tout ça, elle l'a appris sur le tas comme ça, et avec une sorte de solidité. En fait, vous savez, ce qui est triste quand on rend hommage à quelqu'un, c'est qu'on a tendance à n'en dire que du bien. Et je me suis dit à propos de Mélanie, je veux pas tomber dans ce travers-là. Mais en toute bonne foi, si je cherchais du mal venant de Mélanie, je le chercherais très longtemps en vain. C'est ça qui nous a rendu cette disparition tout à fait insupportable. C'est parce que, évidemment, il y a cette horreur d'un attentat qu'on vit près de chez soi, mais que une personne aussi profondément bonne, aussi profondément humaine, aussi profondément gentille, ait pu être touchée par l'horreur, ait pu mourir à cause de ça, ça paraît vraiment comme la pire des injustices de la Terre. Et il y a évidemment rien de plus bateau à dire, mais en même temps, il n'y a rien de plus vrai non plus. O meu rio, de vez em quando eu venho te ver, eu venho te buscar. O meu rio, meu rio, meu rio, meu amor.
ton fleuve de janvier. Danse, le rédempteur est là, perché sur tes terrils, du genièvre plein les bras. Des projets qu'on a suivis qui sont des choses qu'elle avait suivies avec attention, même si c'est pas dans notre sphère directe. Je pense à Greg Aubin qui a une chanson d'amour dédiée à sa ville natale qui s'appelle Rio-Liège, donc qui est une ville importante pour Mélanie où elle a étudié proche de son habitat. Et voilà, cette déclaration d'amour à sa ville par Greg Aubin est touchante. C'est quelque chose que Mélanie a vu sortir comme ça dans tout son processus d'élaboration. Ça raconte une rencontre. Vous évoquiez tout à l'heure votre kitsch à propos du steak tartare. Qu'est-ce que ce serait son kitsch à elle ? Je ne sais pas si Mélanie avait un kitsch. Au contraire. On en a tous, non ? Vous ne croyez pas ? Je l'ai jamais surprise à avoir un kitsch. Peut-être que son kitsch, c'était la bienveillance. Et la bienveillance qui fait qu'on admet beaucoup de choses. C'est un joli kitsch, ça. Ben oui, mais comme je vous ai dit il y a un instant, c'est dur de trouver des travers chez Mélanie. On a fait avec Mélanie une série de portraits de 25 compositeurs belges. Et donc, d'interview en interview, on était amené à rencontrer des personnalités qui parfois étaient flamboyantes, parfois l'étaient pas du tout. Et en sortant de certaines interviews où moi j'étais vraiment consterné par certains propos qui étaient tenus très rarement, heureusement, Mélanie avait toujours ce petit sourire bienveillant en disant « Ah oui, mais... » avec ce petit accent liégeois. Oui, mais tout compte fait, il était quand même gentil, lui. Elle avait toujours un côté très positif, qui dans une équipe est évidemment formidable. Mais son kitsch à elle, est-ce que la bienveillance est un kitsch ? Je ne sais pas. Je dirais que non. Non. Alors elle n'en avait pas. Peut-être, mais des gens qui la connaissent mieux vous en parleront peut-être mieux aussi. Alors on va d'Akamoun en passant par Fausto Romitelli et par Yves Duteil, par exemple. Alors, Yves Duteil, par exemple, oui. Ou Alain Chamfort, là, il se retrouve dans cette programmation parce que Mélanie est dans le titre. Je ne sais pas si elle aimait Alain Chamfort ou si elle connaissait cette chanson, Les Amis de Mélanie. Moi, je suis tombé dessus. Je la trouvais à l'image l'image que j'ai, moi, d'Alain Chamfort, assez désinvolte, assez légère. Mais il me faisait plaisir d'évoquer sur ce disque, par la musique, et par l'appel de personnalités extérieures comme celle-là, des cercles de son entourage, des allusions à sa famille, ici des allusions à son cercle d'amis que j'ai rencontré avant et après son décès. On a eu à cœur de passer pas mal de temps ensemble, de se voir souvent, d'évoquer justement les souvenirs, ce qui complétait un petit peu notre compréhension de sa personnalité en ayant, moi, des facettes plus de collègues et puis eux des facettes plus privées, mais qui se complétaient pas mal. Et c'est avec beaucoup de plaisir et d'émotions que j'apprenais que, voilà, dans le travail, on nous soumet toujours plein de projets, par exemple. Elle rentrait chez elle avec des projets qui nous avaient été soumis. Moi, je lui dis, tiens, écoute ça, j'écoute ça chez moi. Demain matin, on se revoit au bureau, on se dit ce qu'on en pense. On voit quelle plage est le plus à pousser si on devait vraiment
promouvoir une plage, pour faire découvrir l'album. Voilà laquelle tu choisis, je fais de même de mon côté. Elle était dans une colocation, ils étaient assez nombreux. Et elle soumettait ça assez religieusement, dans une écoute attentive à ses colocataires, pour valider certains projets qui nous étaient soumis. Je trouvais ça, j'ignorais, et je trouvais ça assez touchant par après d'avoir ce type d'écho qui montrait bien à quel point elle était tout à fait investie dans son travail. Yves Dutheil, en fait, j'avais une représentation pas très précise de cet auteur, pour être honnête. C'est le prénom là aussi qui vous attire ou bien Oui, c'est le Yves piano de Dutheil? Mélanie, mais alors j'ai découvert ça, j'ai pas pensé garder ça parce que c'est pas quelque chose qui était dans ma sphère. Et puis j'ai écouté et je me suis dit sa voix est quand même posée de manière assez incroyable. Il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose dans des enchaînements vocaux qu'il fait qui sont techniquement assez difficiles et assez réussi. Donc j'ai été assez impressionné. Cette chanson est très courte et en fait le message est un rêve de Mélanie. Il se réveille, il écrit comme ça une mélodie. Ça s'est imposé en fait en écoutant, en entendant le texte, en entendant sa voix comme plage de conclusion de cette promenade musicale parce que c'est pas facile de conclure. J'allais vous poser la question parce que vous aviez parlé de cette construction sonore que vous avez faite. Comment finir? Ben voilà, comment finir? Là j'ai trouvé la solution avec cette plage. Plus profond de ma mémoire, je l'ai cherché sans la voir. Si son visage était doux, son image était trop floue. Au plus profond de mon sommeil, il n'y a qu'un grand soleil formant toile de décor à la forme de son corps. Et sa silhouette s'anime, et soudain je l'imagine, elle ne vit que par mon rêve. Et du piano de Mélanie, sous ses doigts qui prennent vie, s'élève une mélodie. Je m'éveille et je l'écris. Un rêve, une écriture, se rappeler comme ça une forme qui apparaît dans son rêve et un visage qui apparaît, qui lui dicte comme ça une impulsion d'écriture pour demain, donc une sorte de muse. Ça me semblait le parfait message dans ces démarches d'hommage à Mélanie, de souvenir vivant de Mélanie. Cette inspiration créative, c'était un peu la démarche aussi de ce disque. Donc, elle vous la donne aussi, cette inspiration créative, vous pourriez dire ça? Oui, certainement. Il est clair que j'ai pas été sans me poser certaines questions il y a un an, suite à la brutalité de ce qui est advenu. Il faut bien comprendre qu'on est une petite structure, donc on n'est pas du tout nombreux, on est au quotidien à construire des projets dans la musique. Il faut se battre pour mener à bien ces projets. Il y a beaucoup de choses qui tenaient à des compétences, à des sensibilités de Mélanie. Il y en a que je suis incapable de mener à bien aujourd'hui sans elle. Donc, il y en a, en musicothérapie, notamment, tous ces projets de développement. Vous avez dû renoncer, du coup? Oui. Oui. Je ne dis pas qu'un jour, je ne peux pas m'approcher de cette discipline d'une autre manière, etc. Mais de la manière telle qu'elle était conçue dans l'espace que j'avais réussi en temps et en moyens à dégager pour qu'elle puisse faire la recherche là-dedans, mais c'est des projets qui sont trop liés à elle que pour pouvoir se réaliser, en tout cas aujourd'hui. Parce qu'on se demande aussi quelle est la finalité dans ce monde qu'on a trouvé très violent à ce moment-là de continuer, de te produire de la musique, de défendre certaines choses. Oui, ce fut heureusement assez passager, mais en tout cas, le 22 mars 2016, je me suis posé quand même pas mal de questions, le 23 aussi. Et puis très vite, j'ai voulu redonner toutes les forces et le maximum de moyens justement à mon activité et à ce qu'était son activité pour continuer plus efficacement et de manière plus déterminée encore aujourd'hui. On se souvient tous du moment et de la manière dont on a appris les attentats. Qu'est-ce que ça a été pour vous ? Ouais, ce fut très difficile. Ce fut très difficile parce que Mélanie était dans le métro pour
pour rejoindre le bureau. Donc, de facto, il y a un lien déjà qui est direct et puis elle n'y est pas arrivée et l'inquiétude a été croissante. Donc, il y a un moment, on pense que c'est dû aux moyens de communication. On ne pense pas que le pire puisse advenir. Mais à un moment, la matinée avançant, on sent bien que d'une manière ou d'une autre, elle est concernée, soit empêchée, retenue parmi des témoins, soit légèrement blessée, soit on ne sait pas. Mais voilà, le doute commence à s'immiscer. Et puis après, c'est la longue quête d'avoir des nouvelles et de trouver où elle était. Ce qui a été relativement vite ici pour savoir dans quel hôpital elle avait pu transiter, auquel j'ai été très rapidement. Puis après, son identification a pris plus de temps. À partir du moment où on s'est passé sur l'identification des victimes, là, il a fallu longtemps. Donc ça, c'est un temps pour la famille, pour les proches, très difficile, parce que c'est un statut de portée disparue qui, en fait, est un statut complètement vide. Il n'y a pas de personnes disparues qui sont à garde en train de se promener dans les couloirs du métro le lendemain. Donc, et quand la liste des blessés est établie, aussi, il y a plus de disparus ou de non-identifiés en réanimation à l'hôpital, quelque part, ou quoi, incapables de s'exprimer. Donc, il y a une présupposition très forte du pire, mais il y a un temps très long de 4 jours pour pouvoir annoncer ce pire. Ça, c'est quelque chose pour la famille de terrible comme épreuve. Ouais. Oui, je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un moment très délicat parce que j'ai une chronique à 8h30 sur Musique 3 et je crois qu'on a appris la nouvelle à 8h16. Donc j'étais dans mon bureau qui était à peu près 10 mètres du studio. Je venais faire une chronique qui était plutôt sur le ton de la gaudriole et plutôt, qui aurait été tout à fait déplacée dans ces circonstances-là. Et donc, je me vois encore prendre la décision de changer complètement de ton et d'aller à l'antenne en improvisant un autre sujet de chronique de 3 minutes. Mais à ce moment... Qu'est-ce que ça a été, ce sujet j'ai parlé de la musique pour clavier de Scarlatti. C'est vraiment un tout autre sujet. Mais vraiment, quand on est à l'antenne 13 minutes plus tard et qu'on doit improviser quelque chose, il faut vraiment qu'on... Bon, bref, j'ai laissé cette chronique humoristique de côté. Mais surtout, ce qui est fou dans la RTBF, dans ce bâtiment, c'est qu'on a tout de suite senti une sorte de frénésie gagner le terrain. Ça commence par une petite annonce qu'on voit, une explosion à Zaventem. Alors ça peut être une explosion de rien du tout, une fuite de gaz qui a fait un petit boom de rien du tout, ou bien ça peut être ce qu'on craint tous depuis plusieurs mois, à savoir un attentat. Très vite, on comprend que c'est un attentat, on espère que c'est un petit attentat, on se rend compte que c'est un gros attentat. Et puis il y a Malbec, et puis on rentre dans notre journée, on est tous saisis, on est tous stupéfaits, mais moi, je ne comprenais pas encore à ce moment-là que ce drame allait me toucher personnellement. Et même pendant toute la journée, d'amis français ou américains qui m'envoient des SMS en me disant est-ce que tu vas bien ? Je les reçois avec un peu de mauvaise humeur en disant écoute, il y a X morts, quelles sont les chances que je figure parmi ces morts, quelles sont les chances que je connaisse quelqu'un parmi ces morts, et puis paf, en fin de journée, mon collègue Cédric m'appelle en me disant voilà, Mélanie est probablement parmi les victimes. Et là, évidemment, je peux même pas décrire l'état physique qu'on ressent. Alors imaginez les parents, le frère, les amis proches, mais le sentiment physique qui nous passe par la tête quand on est face à une annonce comme celle-là, c'est indescriptible. Jeune et jolie est ma très chère amie Mélanie. Jeunes et jolis sont aussi les amis de Mélanie. Et les amis de Mélanie sont mes amis. Femme affranchie est ma très chère amie Mélanie. Femmes affranchies sont aussi les amis de Mélanie. Et les amis de Mélanie sont mes amis. C'est bien normal si j'aime Mélanie, que j'aime ses amis, et je prouve en aimant ses amis que j'aime Mélanie. C'est bien la preuve que j'aime Mélanie.
Si j'aime ses amis, comment ne pas aimer ses amis? Si j'aime Mélanie, pour faire ma vie, voulez-vous savoir qui j'ai choisi? Je prends Mélanie, donc je prends les amis de Mélanie. Car les amis de Mélanie sont mes amis. C'est bien normal si j'aime Mélanie, que j'aime ses amis, et je prouve en aimant ses amis que j'aime Mélanie. C'est bien la preuve que j'aime Mélanie. Si j'aime ses amis, comment ne pas aimer ses amis? Si j'aime Mélanie, il y en a qui m'ont accusé de misogynie. Pas Mélanie, pas non plus les amis de Mélanie. Il y a une photo d'elle et elle est très légère. Vous évoquiez la désinvolture de la chanson de Chamfort et du personnage de Chamfort. Il y a un petit peu aussi de cette légèreté dans cette photo, très aérienne, qui est sur le CD. Oui, alors la photo... au début, pour moi, c'était clair qu'il n'y aurait pas de photo. Ah oui. Ça semblait assez évident. Pourtant, elle est belle, cette photo. Oui, mais parce que je n'avais pas cette photo. Ah oui. Je ne la connaissais pas, mais donc j'ai regardé dans toutes les photos que je pouvais avoir d'elle, etc. Et j'avais absolument pas envie d'un avis nécrologique, d'un hommage mortuaire ou quoi. Donc je voulais éliminer la photo pour dans une représentation plus abstraite. Est arrivée cette photo de mauvaise qualité, floue, pas dérobée, parce que c'était lors d'un stage qu'elle effectuait chez nous. Donc elle était en train d'interviewer un compositeur avec une photographe et donc une équipe autour d'elle. Qui était le compositeur? On a envie de savoir qui a suggéré cette superbe photo d'elle. Alors, je pourrais peut-être retracer, mais là je serais incapable de dire quel compositeur. C'était dans le cadre d'un coffret qui était réalisé autour de l'anniversaire de l'ensemble Musique Nouvelle, et autour de l'édition de ce coffret, il y avait tout un contenu, je dirais, de journalistique, d'interviews, de films, comme on a la chance d'avoir les compositeurs vivants autour de nous. Dans un cas pareil, on a vraiment laissé les compositeurs parler, s'exprimer et parler de leur musique. Et donc Mélanie a accompagné et a participé à toute cette cet été d'interviews de compositeurs autour de cette date anniversaire. Et donc c'était lors de une de ces interviews. Alors forcément, il y avait des micros et il y avait des appareils photo. Donc elle était assez réticente à être photographiée, Mélanie. Donc c'est pour ça qu'il fallait aussi travailler avec prudence. Mais là, en l'occurrence, elle se savait photographier. Il y a eu des photos qui ont été prises parce qu'elle a les yeux fermés sur la pochette. Donc elle est dans une démarche de réception de la musique. Là, elle écoute quelqu'un parler de musique ou qui passe un extrait musical. Donc elle est légèrement en arrière, les yeux fermés, dans un visage qui semble assez apaisé. Donc finalement, pas de photo, idée initiale. Cette photo qu'on arrive à retravailler avec des éléments graphiques dessus, etc. Et puis cette photo s'impose. Et j'ai beaucoup de retours très positifs sur la quiétude ou la douceur de cette photo. Donc, je pense que c'est bien en adéquation avec la démarche. On a l'impression, en écoutant le CD dans son entier, en regardant cette photo, que c'est quelqu'un qui aimait danser. Est-ce qu'elle aimait danser? Oui, elle a fait de la danse, d'ailleurs. Ah oui. Donc, elle était très gymnaste, très habile, très sportive, très endurante et très danseuse. Oui, elle avait ce côté désinvolte et joyeuse. Oui, joyeuse parfois, donc je la voyais. Le travail comme ça dans un label de disques, ça implique pas mal de sorties au concert, de rencontres des musiciens, d'aller à des festivals. Donc il y a des activités nocturnes aussi, où on rencontre les gens parfois dans une énergie un peu différente. Lorsqu'on se déplaçait à des festivals en Flandre, etc., pour des créations, enfin des sorties de disques ou des programmes qui étaient proposés pour une première fois. Elle avait une grande joie et les après-concerts pouvaient être assez dans une forme d'allégorie où elle ne dansait pas dans la rue, mais en tout cas elle était virevoltante. Virevoltante, tout à fait. Un an après, quelle est l'image que vous gardez d'elle?
quelqu'un qui encouragerait justement à être bien confiant de la finalité du travail qu'on effectue. Plus elle était plus confiante que moi-même je ne le suis dans la manière de mener nos projets, de me conforter dans mon travail d'aujourd'hui. Je la vois vraiment comme quelqu'un qui me dit vas-y, fonce, Elle est derrière t'encombre vous. pas. Oui, vraiment. Va à l'essentiel, ne doute pas, n'écoute pas ce que peuvent dire certaines personnes ou quoi. Suis ton intuition. L'oreille de Mélanie, un CD édité par le label Cyprès. Vous avez entendu Cédric Hustings et Camille Dereg vous parler de Mélanie Defise. Mélanie Defise, née le 4 octobre 1986 à Oui, décédée le 22 mars 2016 à Malbec. Retrouvez Par Oui Dire tous les jours de la semaine entre 22 et 23 heures. Oui, Oui. la première.